هذا العدد برعاية MSD Santé Animale. Salam, notre programme santé, éducation thérapeutique Healthy vous a habitué à aborder différentes maladies. Toutes les semaines, nous axons sur une aire thérapeutique précise en focalisant sur une pathologie avec un spécialiste qui nous donne des conseils et qui nous explique les causes, les symptômes et les traitements des maladies. برنامجنا عودكم على التعامل مع أمراض مختلفة، نركز كل أسبوع على مرض معين مع أخصائي يشرح لنا الأسباب والأعراض. Nous allons à présent nous intéresser à la santé animale, en plus de la santé humaine, car les deux sont interdépendantes. Les deux coexistent dans un seul et même écosystème. Du coup, l'incidence sur l'homme est palpable. Si l'environnement dans lequel on vit est sain, eh bien, les répercussions sur notre santé sont vite constatées. Intervient alors le médecin vétérinaire. Quel rôle il aura précisément à jouer dans tout cela? Il contribue certainement, vous allez me dire, à améliorer la santé publique, notamment à l'égard des maladies transmissibles de l'animal à l'humain. Rôle dans le développement durable aussi pour améliorer la sécurité sanitaire des aliments. ننظر الآن في صحة الحيوان بالإضافة إلى صحة الإنسان، لأن الاثنين مترابطين. تعايش في نظام بيئي واحد، التأثير على البشر واضح. إذن الطبيب البيطري ما هو الدور الذي سيلعبه في كل هذا؟ مرحبا dans Healthy dans cette nouvelle rubrique Santé Animale. مسرور بلقاء الدكتور رشيد بوغدور، الممثل الإقليمي الفرعي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان لشمال إفريقيا، مدير سابق للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، représentant sous-régional de l'OIE pour l'Afrique du Nord, ancien directeur des services vétérinaires au ministère de l'Agriculture. Bonjour, docteur Bougdour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est moi. Merci d'être avec nous depuis Tunis où vous êtes basé. Nous allons d'abord commencer par présenter l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale. Quelles sont au juste ses missions aujourd'hui comparativement à l'OMS؟ يعني بالضبط المهام نتاعها مقارنة بمنظمة الصحة العالمية. Docteur. Alors, d'abord, l'OIE est une très très vieille organisation. Nous allons fêter un siècle dans 3 ans. Elle a été créée le 25 janvier 1924. On l'appelait l'Office international des épizooties. C'est pour ça qu'on a l'acronyme OIE. Et puis en mai 2003, l'Assemblée mondiale, pour qu'il y ait plus de visibilité, j'allais dire, a décidé de l'appeler Organisation mondiale de la santé animale, tout en gardant l'acronyme OIE. Donc c'est une organisation intergouvernementale qui est chargé d'améliorer la santé animale dans le monde. Pour résumer ça en une phrase. Mais elle est aussi un espace normatif incontournable, puisqu'elle dispose de 267 laboratoires de référence dans le monde pour à peu près 114 maladies. Et les normes qui sont établies par l'OIE sont reconnues comme référence mondiale pour la santé animale par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, que vous connaissez bien, à travers un accord spécifique qui est l'accord SPS, ou encore l'accord sanitaire et phytosanitaire. Alors, à l'heure actuelle, l'OIE a 182 pays membres. Elle a bien sûr des contacts permanents avec beaucoup d'organisations et on a des représentations régionales et sous-régionales sur tous les continents, comme ce que j'ai le privilège de diriger à partir de Tunis. Parfait. Alors, ensuite, le mandat initial de l'OIE a beaucoup évolué. Si on regarde un peu l'évolution de l'OIE, elle s'est adaptée aux besoins des pays membres. C'est normal, le monde évolue. On le voit avec la pandémie de la Covid. Donc aujourd'hui, on a des missions spécifiques qui sont venues se rajouter au fur et à mesure. D'abord, une notion importante, c'est
garantir la transparence dans la situation des maladies animales. Qu'est-ce que c'est la transparence dans le monde? Ça veut dire que si vous avez une pathologie, il faut la déclarer. Si vous ne la déclarez pas, vous mettez en danger vos voisins et vous mettez en danger le commerce international. Donc, l'OIE, avec tous ces pays membres, garantit une transparence et pousse à ce qu'il y ait régulièrement des déclarations. Et si vous allez sur le site de l'OIE, tous les jours, vous avez une déclaration qui tombe d'un pays dans le monde qui déclare une maladie. Ça permet à tous les pays d'avoir des informations. Alors ensuite, là, oui, allez-y, docteur. Si vous voulez me reprendre sur quelque chose, j'ai encore une série, j'allais dire, essayez d'être bref, parce qu'il y a tellement de questions aujourd'hui, on a envie de tout aborder avec vous. Allez-y. Il n'y a pas de souci, on va aller très vite après. Parce que je crois que le démarrage est important pour que les gens saisissent que ce que c'est que l'OIE ne peut pas être très long. Alors ensuite, il y a toutes les données, les informations scientifiques qui tombent, tout ça, sont collectées, sont analysées au niveau donc des différentes commissions de l'OIE. Et bien sûr, il y a la sécurité sanitaire du commerce international des animaux et des produits d'origine animale. Ça, c'est très important aujourd'hui. Donc, toute la chaîne alimentaire, il faut élaborer et adapter et adopter des normes sanitaires pour chaque échange. Donc, ça, c'est extrêmement important. Très bien. C'est ce qu'on appelle, tout à l'heure dit, l'accord SPS de l'OMC. J'aimerais un peu aborder votre slogan « Protéger les animaux, préserver notre avenir ». L'enjeu est de taille, on le comprend d'ailleurs à travers votre slogan. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, protéger les animaux et préserver notre avenir. Alors, bien sûr, si vous contrôlez de la source animale tous les pathogènes qui touchent à l'homme, c'est-à-dire qui sont transmissibles de l'animal à l'homme et vice-versa, je crois que c'est la solution la plus efficace et la plus économique pour protéger l'homme. Par conséquent, la protection de la santé publique doit passer par l'élaboration de stratégies mondiales de prévention et de contrôle des pathogènes. C'est pour ça qu'on dit donc, dans notre slogan, on dit protéger les animaux, c'est préserver notre avenir. Donc ça nous semble couler de source. Et tout cela, c'est bien sûr coordonné à l'interface homme-animal écosystème. Tout cela, alors, bien justement, oui. Le principe One Health, Dr Bogdour, c'est un principe qui date depuis à peu près 2 décennies, ça fait 20 ans. Seha Wahida, une seule santé. Expliquez-nous comment aujourd'hui à l'AIE vous essayez un peu de mettre en exergue ce principe One Health. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est un dossier extrêmement important. Comme vous l'avez rappelé dans votre question, le concept de One Health, une seule santé a été effectivement introduit au début des années 2000. Et il est venu en fait synthétiser en quelques mots une notion qui remonte à plus d'un siècle, à savoir que la santé humaine et la santé animale sont interdépendantes. Et elles sont liées à la santé des écosystèmes dans lesquels elles coexistent. L'OIE envisage et met en œuvre ce concept comme une approche collaborative mondiale pour, j'allais dire, appréhender les risques pour la santé humaine, pour la santé animale, qu'elle concerne les animaux domestiques ou sauvages. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Et des écosystèmes. Et donc, elle met à profit toutes les normes intergouvernementales qu'elle publie, les informations mondiales de santé animale qu'elle recueille, et ces réseaux, justement, pour pouvoir, j'allais dire, collaborer de manière synergique avec de très nombreuses organisations. Pour nous, c'est ça le One Health. Alors, si je devais citer des maladies qui viendraient, j'allais dire, appuyer le One Health, il y en a beaucoup. Une qui fait l'actualité même chez nous, c'est l'influenza aviaire. C'est vraiment la pathologie zoonotique. Je peux citer de vieilles pathologies comme la rage, qui lie l'homme et l'animal. Je peux citer la brucellose, même chose. Je peux citer, si vous voulez, une pathologie africaine, c'est le virus Ebola, qui touche l'homme et qui vient des animaux. Ou bien une pathologie qui frappe à nos portes, pas loin, sur nos frontières sud, la fièvre de la vallée du Rift, qui nous inquiète beaucoup. Ce sont là des pathologies qui rentrent vraiment dans le concept One Health. Bien sûr, il y a d'autres maladies à transmission interhumaine qui circulent chez les animaux ou qui ont un réservoir animal identifié et qui peuvent créer de graves crises sanitaires, comme on l'a vu avec Ebola ou même avec le HIV-Sida il y a des dizaines d'années.
Donc, tous ces risques-là, en fait, on les voit arriver avec la mondialisation, avec le changement climatique, avec les modifications du comportement humain, qui aujourd'hui offrent de nombreuses opportunités à tous les pathogènes pour venir coloniser des territoires qui étaient inhabituels pour eux et qui évoluent sous de nouvelles formes. Eh bien, vous avez la Covid-19 qui est là. Alors, je ne voudrais pas m'arrêter ici sans parler d'un dossier qui est extrêmement sensible dans One Health et qui va au-delà des pathologies, qui aujourd'hui mobilise même les Nations Unies, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la résistance aux antimicrobiens, la résistance aux antibiotiques. C'est un dossier qui nous préoccupe au plus haut niveau. L'OMS, la FAO, l'OIE, les Nations Unies, tout le monde travaille sur ce problème qui concerne la santé animale, la santé humaine, l'environnement. Vous ne pouvez pas parler de One Health sans parler aujourd'hui de l'antibiorésistance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'antibiorésistance? Ben, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, vous allez vous mettre sous un traitement antibiotique ou antimicrobien et il n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que les pathogènes que vous avez dans votre organisme résistent au traitement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'antibiorésistance. Ça touche les personnes, ça touche les animaux. Et aujourd'hui, c'est un problème très, très, très inquiétant. Je vous donne un chiffre. 700 000 décès par an dans le monde. 700 000 décès humains par an dans le monde. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est une véritable pandémie dont on ne parle pas assez. Donc aujourd'hui, on a cette problématique qui est devant nous. Et ce sont les bactéries qui résistent, c'est pas l'homme. Et donc, elles peuvent provoquer chez l'homme ou chez l'animal des infections difficiles à traiter parce qu'on trouve des bactéries qui ne répondent pas au traitement. Et ça, c'est une vraie problématique mondiale. Tout le monde est sensibilisé sur ça. Il faut, j'allais dire aujourd'hui, changer le monde, changer la manière dont on prescrit les médicaments, aussi bien chez l'homme que chez le vétérinaire, chez le médecin que chez le vétérinaire. Et même si aujourd'hui, il y a des boîtes, des firmes qui travaillent sur de nouveaux antibiotiques, la résistance demeurera une grave menace. Alors aujourd'hui, c'est un dossier sur lequel nous allons certainement y revenir, docteur Bougdour. Il faudrait y consacrer carrément un numéro à part. Carrément, parce que c'est vraiment un dossier qui nous préoccupe. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, j'allais dire comme signal vers les vétérinaires, c'est qu'aujourd'hui, lorsque on traite les animaux, on doit les suivre pour qu'il n'y ait pas de résidus dans notre alimentation. Il ne faut pas faire de l'automédication chez l'homme. Lorsqu'on va chez le pharmacien ne doit pas nous vendre un médicament sans ordonnance. Et clairement, il ne doit pas donner des médicaments à l'éleveur sans ordonnance. Je crois que ça, c'est très, très important. Et effectivement, on peut en parler pendant longtemps. Je ne voudrais pas docteur Bougdour, vous parlez justement du rôle du vétérinaire. Vous avez été DSV pendant de nombreuses années ici en Algérie, au ministère de l'Agriculture. Si je vous pose la question, quel est aujourd'hui le rôle, comment voyez-vous le rôle du vétérinaire, du médecin vétérinaire dans cette équation de One Health, mais de la santé de manière générale? Je pense que ça a énormément évolué ces dernières années. Oui, bien sûr, c'est important le rôle du vétérinaire. Oui. Comment je le définirais? Si je voulais le définir de manière extrêmement simple, je reprendrais la célèbre phrase de Pavlov, qui était médecin prix Nobel de médecine entre les deux siècles, 19e et 20e, qui a dit un jour que le médecin soit l'homme et le vétérinaire soit l'humanité. Il est véritablement à différents niveaux, le vétérinaire. On le retrouve dans la chaîne de production. On le retrouve dans la chaîne des soins, on le retrouve dans la prévention des maladies, on le retrouve aussi dans les laboratoires pour le diagnostic, aussi sophistiqué soit-il aujourd'hui. Donc le vétérinaire peut être au niveau de toute la chaîne. Ça dépend ce qu'on lui demande et ça dépend quelle est sa spécialité. Donc je ne sais pas si je vous ai résumé un peu qu'est-ce que c'est que le vétérinaire. الدور تاعو يعني انا نشوفه باللي الطبيب البيطري عنده دور يلعبوا دور مهم ما نتكلموش عليه بزاف هذا الدور واش هي السبه يعني اكيد le fait qu'on parle pas beaucoup de ce rôle صح ما نتكلموش عليه بزاف حنا في الجزائر وفي القطر شمال افريقيا ما نتكلموش عليه بزاف ولكن الدور تاعو كبير لان تروح في عند المربي الحيوانات تسمى البيطري لانه هو اللي
لازم يداوي كي يكونوا الامراض، تروح للمسلخ تسيبوا لان لازم يشوفوا اللحوم اللي يروحوا للسوق ينتقلوا من عند الانسان، تروح للمختبر تسيبوا لانه هو اللي يقول لك واش هما الامراض اللي يشخص الفيروسات ولا لي بكتيريا. عنده دور كبير، لازم يعني الصوره نتاعو لازم تتحسن عند l'insan. Ça nous semble important aujourd'hui d'améliorer l'image. Tout à fait. Docteur Boukdour, pour rester un peu dans l'actualité, vous avez parlé du Covid tout à l'heure, on remarque que les vétérinaires ont été impliqués dans les campagnes de dépistage, dans les campagnes de vaccination, dans pas mal de pays dans le monde. Est-ce qu'à votre avis, cette pratique se généralisera forcément? Nous voyons de plus en plus Tabib al-Baytari est impliqué dans la campagne de vaccination et de dépistage. Votre avis sur la question, je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Par rapport à vous voulez parler du Covid, hein? Du Covid. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Au début de la pandémie, donc je remonte à mars 2020, dans les pays... 2019. Ah, 2020, pardon. Dans les pays on a l'impression que c'est beaucoup plus longtemps que ça. Oui, c'est vrai, ça passe vite. Et on ne se rend pas compte. Dans les pays développés, au départ, c'était la grande panique. Et le vétérinaire n'a pas été associé, ou du moins dans certains pays, pas dessus. Et donc, on a commencé à... Aujourd'hui, tout le monde parle de la PCR. C'est devenu un test, j'allais dire, public. Les médias en parlent, les gens en parlent, même si ça passe. Eh bien, écoutez, chez les vétérinaires, le PCR est une technique de routine depuis longtemps, même en Algérie. Donc, nos laboratoires vétérinaires font de la PCR depuis très longtemps. Donc, s'il y a bien des laboratoires qui auraient dû être associés dès le début dans les tests PCR, c'est les laboratoires vétérinaires qui sont équipés du matériel nécessaire. Donc ça, les pays occidentaux l'ont compris. Je peux vous donner un exemple parce que je suis proche de ce pays dans les activités, c'est l'Italie. Si vous allez à l'Institut, l'IZS italien, IZS c'est Instituto Zootrofilattico Sanitario, donc c'est le labo vétérinaire, dès le départ, ces laboratoires, il y en a 10, ont été associés au PCR Covid-19. Mieux encore, aujourd'hui, ce que je peux vous donner comme information, une information qui fait peur en Algérie, c'est les variants. Écoutez, les variants de la Covid en Italie sont faits dans ces laboratoires vétérinaires. C'est eux qui recherchent les variants. Et l'information que je vous donne, parce qu'elle est actuellement avec l'OMS, ici en Tunisie, les Italiens de ces laboratoires sont en train de travailler avec les Tunisiens, de les aider par rapport aux variants, par rapport à la formation pour les variants. Ça, c'est le rôle du vétérinaire dans le laboratoire, c'est important. Donc aujourd'hui, les pays occidentaux l'ont compris, puisqu'ils l'associent, y compris dans des campagnes de vaccination, ce qui est un acte simple. Et je crois que c'est important. Donc dans la pandémie Covid-19, le vétérinaire a vraiment joué un rôle important dans beaucoup de pays. Très bien. Donc, on comprend bien que ça aura tendance vraiment à se généraliser. Dernière question avant de passer à quelques questions du grand public, docteur Boukdour. L'homme est sensible, comme on le sait, à certaines maladies d'origine animale. Les exemples sont nombreux, vous les avez cités tout à l'heure. Est-ce qu'à votre avis, les maladies dans le futur proche représenteront vraiment des risques mondiaux de santé publique؟ يعني البشر هو معرض لعدة أمراض من أصل حيواني، هناك العديد من الأمثلة. هل تعتقدون دكتور أن هذه الأمراض في المستقبل القريب ستمثل خطر على الصحة العالمية؟ أكيد. Je vous donne quelques chiffres. نعطيك أرقام officielles. Pas très long, mais tout à fait édifiant. Aujourd'hui, 60% des maladies infectieuses humaines, écoutez-moi bien, 60% des maladies infectieuses humaines qui existent sont d'origine animale. Et au moins 75% des agents pathogènes des maladies infectieuses humaines émergentes, les Ebola, les influences aviaires, sont d'origine animale. Par ailleurs, 5 nouvelles maladies humaines qui apparaissent chaque année. Donc, sur les 5 qui apparaissent chaque année, 3
sont d'origine animale. Parfait. Merci beaucoup d'avoir en tous les cas cité tous ces cas de figure et ces exemples. J'ai quelques questions pour vous, docteur Boukdour, du grand public, à travers les réseaux sociaux et sur lesquels nombreux et nombreux sont celles et ceux qui nous suivent. La théorie du pangolin, cet animal, on se rappelle, d'Asie, accusé d'être derrière le coronavirus. Est-ce que cette théorie tient toujours? Écoutez, aujourd'hui, je pense que les experts les plus sérieux pensent que la Covid-19 ou encore le SARS-CoV-2, comme l'appellent les scientifiques, est probablement d'origine animale. Personne, aujourd'hui, ne peut vous confirmer quelle est l'espèce incriminée. On sait qu'il est d'origine animale, les enquêtes continuent. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que, oublions ce pangolin sur lequel on a mis la pression. Ce que je peux vous dire, c'est que les enquêtes ont montré que sur les 2 années avant l'apparition de la pandémie, sur les marchés de Wuhan, il n'y a pas eu de vente de pangolin. Donc, toute la théorie du pangolin s'est écroulée avec ce qui a été dit par les experts qui sont déplacés. Donc, oublions le pangolin, oublions les chauves-souris, continuons à y travailler pour savoir quelle est la source animale de cette pandémie qui nous préoccupe tant. D'accord. Et si ça a permis de préserver l'espèce, je dirais tant mieux, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Pour elle. Alors, deuxième question, parmi les méfaits de la mondialisation, l'autorisation de transporter et de commercer des animaux sauvages, exotiques, sortis de leur milieu naturel. Alors, cette personne vous pose la question, ceci représente-t-il un danger pour la santé de l'homme? Écoutez, c'est une excellente question. Alors, ce n'est pas tant le transport et le commerce qui est encadré qui nous inquiète. Lorsque vous dites autorisation de transport et commerce d'animaux, ça veut dire que c'est quand même balisé. Il y a l'accord CITES, qui est un accord qui vient protéger les animaux, dont l'Algérie est signataire, dont beaucoup de pays sont signataires. Donc ça ne nous inquiète pas beaucoup parce que c'est balisé, même si on peut en discuter. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, bien sûr que les défenseurs des animaux vont vous dire, vous sortez l'animal de son milieu naturel, et vous le mettez donc dans un milieu où il n'est pas adapté. On est d'accord. Aujourd'hui, on remet en cause même l'existence des zoos, l'existence des delphinariums. Tout ça, aujourd'hui, ça peut se discuter. Oui, effectivement, on peut comprendre ça. Les motifs, c'est que les animaux évoluent dans des conditions difficiles, hors de leur contexte, hors de leur milieu naturel, c'est vrai. Mais ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui, et c'est en rapport avec ce que je disais il y a un moment, c'est le trafic international et la contrebande sur les animaux sauvages. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'agrocrime, l'agrocrime, et qui monopolise aussi toutes les instances de sécurité, y compris Interpol. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans ce trafic, ce sont des milliards de dollars. On ne se rend pas compte aujourd'hui du trafic qu'il y a, même à nos frontières. Ce que je peux vous dire, moi, les dossiers que j'ai sur ça, sur le trafic d'oiseaux, sur le trafic de gazelles, sur le trafic qui partent vers différents pays. C'est énorme. Et c'est ça ce qui est dangereux pour l'écosystème, et c'est ça ce qui est dangereux pour le risque d'avoir de nouvelles pandémies, parce que ces animaux-là sont porteurs de pathogènes qu'on ne connaît pas forcément, qui sont transportés de manière illégale, qui ne sont pas contrôlés par le vétérinaire, et qui peuvent se retrouver dans un environnement humain, avec tous les dangers que cela constitue. Donc effectivement, la question est excellente, mais ce n'est pas tant les animaux qui sont encadrés, c'est le trafic d'animaux sauvages. Très bien. Dernière question, elle est un peu personnelle, je présume, docteur. C'est un vétérinaire qui se rappelle visiblement de l'époque Boukdour, DSV, au ministère de l'Agriculture. Est-ce que cette période vous manque? C'est la question qu'il vous pose, ce monsieur qui visiblement vous connaît bien. Mais écoutez, d'abord ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai vraiment pris plaisir durant toutes ces années passées au ministère de l'Agriculture et à la DSV en Algérie, à travailler avec des collègues avec qui j'ai beaucoup appris, tant au niveau central qu'au niveau du terrain décentralisé. J'ai connu des gens formidables, pas seulement dans le milieu vétérinaire, mais aussi chez les professionnels, les éleveurs, les agriculteurs, les fonctionnaires, y compris dans le secteur. J'ai vraiment côtoyé des gens très humbles, mais tellement engagés dans leur métier, bien sûr. J'en ai gardé d'excellents souvenirs. Merci beaucoup, شكرا جزيلا. دكتور رشيد بوكدور ممثل الإقليمي الفرعي للمنظمة العالمية لصحة الحيوان بشمال إفريقيا، مدير سابق للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة. Merci beaucoup. Merci, c'est moi.
À très bientôt. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous également de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos suggestions, bien sûr, sur cette nouvelle rubrique santé animale qu'on vient d'inaugurer aujourd'hui. À très vite. Salam. هذا العدد برعاية MSD Santé Animale.